L'objectif de cette chaîne, c'est de comprendre comment les êtres humains prennent des décisions et comment ces décisions peuvent être influencées. Au fil du temps, j'ai analysé des films, des vidéos de vente Kickstarter et même un battle de rap, mais il y a un sujet que j'ai jusqu'ici soigneusement évité, et ce sujet, c'est la politique. Dans cette vidéo, on parle donc de politique, mais je vais éviter au maximum les arguments idéologiques et les arguments économiques, et je vais pas essayer de déterminer si tel ou tel candidat ferait un meilleur président. Je voudrais simplement vous montrer comment plusieurs principes fondamentaux du marketing s'appliquent dans la politique. J'espère que ça vous donnera une façon un peu nouvelle, un peu différente d'analyser les événements qui vont se produire sur la dernière ligne droite de cette élection et puis sur les prochaines. Dans le classique du marketing positioning, les auteurs cherchent à expliquer comment un produit peut se faire une place dans l'esprit du consommateur. Dans ce livre, il y a deux idées centrales. D'abord, les gens ne prennent pas des décisions sur les caractéristiques concrètes d'un produit, mais sur la façon dont ils perçoivent ces caractéristiques, ce qui est une différence un peu subtile. Deuxièmement, ils expliquent qu'il est difficile d'attaquer et de supplanter un leader de marché. Un nouvel entrant sur un marché doit donc prendre en compte les rapports de force existants et chercher une approche novatrice. Un exemple un peu simpliste est cette analyse du positionnement de différentes entreprises qui vendent du café emporté aux États-Unis. On a deux axes sur le graphique. Le premier indique le niveau de prix, l'autre indique une orientation plus ou moins émotionnelle du message. L'idée ici, c'est que si vous voulez lancer une nouvelle marque dans ce domaine, vous ne pouvez pas attaquer les leaders établis sur leur position de force. Vous ne pouvez pas faire du Starbucks mieux que Starbucks. À la place, vous allez chercher à établir un positionnement dans une zone qui n'est pas encore occupée dans l'esprit du consommateur. On pourrait évidemment établir un graphique similaire pour définir le positionnement des différents candidats à la présidentielle, mais je vais pas m'y risquer dans cette vidéo parce que ce sera déjà suffisamment la guerre du feu dans les commentaires. En revanche, cette idée vous explique pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo autour du candidat Macron. Beaucoup de commentateurs utilisent le marketing comme une insulte ou une critique à l'encontre de Macron. Et oui, comme le dirait Didier Super, on gagne les élections comme on vend des yaourts, c'est en tout cas ce qu'essaye de faire la team Macron. Mon usage est un peu différent, pour moi le marketing n'est pas un mot sale, il suffit pour s'en convaincre de voir le titre de ma chaîne. Du coup, cette vidéo ne doit pas être vue comme une critique de Macron, ni vraiment comme une vidéo en sa faveur. Selon moi, tous les candidats utilisent ces mêmes techniques pour se positionner sur l'échiquier politique. Et si vous croyez que votre candidat de prédilection est pur et n'est pas entouré de conseillers en communication, ça doit être bien de vivre dans le monde des bisounours. Macron est simplement un exemple plus pratique pour une vidéo de ce type, car il est entré dans l'arène politique relativement récemment et il a créé son propre mouvement, ce qui facilite mon travail d'analyse sans rentrer dans des tangentes historiques sur l'histoire des différents partis. Parlons-en justement de ce mouvement. Dans Positioning, les auteurs préconisent de choisir un nom de marque qui est descriptif, un conseil qui est suivi par Macron dans le choix du nom de ce mouvement, En Marche. Pas besoin d'être un génie pour voir le positionnement qui est ici revendiqué par Macron. Il se veut le candidat du renouveau. Positioning explique qu'une bonne stratégie pour un nouvel entrant sur un marché, c'est de se positionner en contraste avec les marques qui sont déjà bien établies. Un exemple célèbre est celui du loueur de voitures Avis, qui était pendant des années numéro 2 sur le marché aux États-Unis, derrière le leader Hertz. Les publicitaires d'Avis ont finalement eu l'idée de cette campagne, qui est considérée encore aujourd'hui comme un coup de génie. Le message ici, c'est oui, nous sommes numéro 2, et pour cette raison, nous faisons le maximum d'efforts pour mieux vous servir. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Macron utilise une stratégie similaire en revendiquant sa jeunesse, la nouveauté de son mouvement et puis son manque de base historique comme un avantage dans son positionnement. Si on creuse un peu plus profond, la vidéo d'annonce de En Marche qui a été publiée en avril 2016 est structurée exactement comme une vidéo de vente. On commence par identifier un problème. C'est le mal français. Le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Puis on propose un diagnostic de la source de ce problème. Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Et la vidéo se termine par un appel à l'action. Il est temps de se mettre en marche. Dans ce type de vidéo, le discours qui va être généralement tenu est relativement basique. Il est donc plus intéressant de voir ce qui n'est pas dit. Ici, certains thèmes importants de la campagne ne sont pas directement mentionnés, et donc ce qu'il nous reste, ce sont les priorités de Macron en termes de positionnement. Nous avons 3 éléments majeurs qui sont répétés plusieurs fois. Premièrement, nous avons l'idée de blocage, qui est déclinée à 4 reprises. Ensuite, l'expression « France de demain » est utilisée 3 fois et communique une orientation vers le futur. Et finalement, la triple référence à liberté, égalité et fraternité vise à ancrer la vision de Macron dans l'ADN profond de la France. Cette structure est quasiment identique à celle d'une vidéo Kickstarter que j'avais traitée précédemment. La principale différence, c'est que la vidéo Kickstarter inclut une histoire anecdotique qui n'est pas présente dans la vidéo d'En Marche, et que dans la vidéo Kickstarter, on a aussi un appel à l'action qui prend beaucoup plus de place. Mais la structure fondamentale du message est assez similaire. Ce qui n'est pas vraiment surprenant quand on y pense, parce que dans les deux cas, l'objectif est assez proche. Susciter un engagement autour d'une idée nouvelle. Mais bien sûr, il ne suffit pas de définir votre positionnement dans votre coin et de faire une jolie vidéo. Il faut être capable de défendre ce positionnement,
face à vos opposants dans l'arène politique. Et sur ce point, il existe différents terrains de bataille, mais celui qui me semble le plus intéressant ici, c'est celui de la moralité. Prenons par exemple cette vidéo qui a bien tourné sur la page Facebook de Macron. J'ai compris que vous préfériez un auto-entrepreneur qui trime 60 heures par semaine pour gagner à peine un SMIC au volant de son véhicule particulier plutôt qu'un chômeur au RSA. Donc c'est ça votre modèle social? C'est ça votre solution contre le chômage de masse? Non. La question ici porte sur une mesure économique, mais il est important de voir que la journaliste ne remet pas en cause l'efficacité potentielle de la mesure, mais bien sa moralité. Il serait donc une erreur pour Macron de faire un argument économique en réponse. Il doit regagner l'ascendant moral dans la conversation. Là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA. Moi, je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Macron commence ici par accuser la journaliste de paternalisme face à une situation qu'elle n'a pas vécue. Cela revient à dire, comment osez-vous faire la leçon à des gens qui n'ont pas d'autre option? Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauche ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Comme dans l'annonce d'En Marche qu'on a vu tout à l'heure, Macron doit commencer par définir le problème avant de pouvoir proposer une solution. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ici, le mot-clé est dignité. En redonnant leur dignité à des populations en difficulté, Macron revendique l'ascendant moral dans cette conversation. Peut-on pas leur offrir mieux? Vous avez ici une objection de la journaliste, mais c'est une erreur, car elle vient de concéder l'ascendant moral justement à Macron. Il va s'en saisir et vous voyez que maintenant, c'est lui qui va être indigné. D'accord, mais qu'est-ce qu'on leur offre de mieux depuis 30 ans? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Qui a proposé quelque chose de mieux? Vous? Moi? Le chemin. Non. C'est désormais Macron qui est positionné en défenseur de ces populations. Il a inversé les rôles. Vous avez ensuite une discussion sur la réduction du temps de travail, mais pour gagner du temps, on va couper cette partie-là et on va aller directement à la conclusion. Notre bien-pensance morale, elle a dit, nous, on a tout créé. Hein. Chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on fait bien les choses, vous savez, socialement. Il y a des minima sociaux, les autres n'en ont pas. Nous, on est contre les petits jobs. Mais c'est quoi le résultat? On les a assignés à résidence. Il y a des millions de gens dans ce pays qu'on a assignés à résidence. On leur a dit tout va bien, restez dans vos quartiers et ne nous ennuyez pas. Ça, c'est insupportable. Dans cet extrait, vous voyez clairement comment un positionnement comme celui de Macron se construit et se défend. En politique, tout est question de perception, et donc les candidats vont chercher à influencer votre angle de vue sur une certaine situation. Ici, Macron cherche à changer votre angle de vue, votre priorité, en passant de « il faut préserver à tout prix les acquis sociaux » à « il faut offrir des opportunités aux populations en difficulté ». Prenons un autre exemple de ces combats autour de la moralité avec la question de la réussite financière de Macron. C'est une attaque dont il doit régulièrement se défendre. J'ai passé des concours de la République. J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier d'affaires. J'ai fait mes choix et pris tous mes risques. Contrairement à tous les autres candidats de la sphère politique, Marine Le Pen compris, pour être candidat à l'élection présidentielle. Macron revendique donc les valeurs du travail et du mérite. Un autre exemple. Ce que j'ai réussi à obtenir parce que j'ai jamais compté mes efforts. Mais voilà le problème. Quand Macron vous dit « j'ai gagné mon argent par mon travail », vous pouvez interpréter le même argument pour dire « si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous ne travaillez pas assez ». Ce qui nous amène à la fameuse phrase du costard prononcée lors d'une altercation avec des syndicalistes à Lunel. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ce que cet exemple démontre, selon moi, c'est l'importance du cadre en politique. Dans les deux cas, l'argument est similaire et la réalité factuelle du patrimoine de Macron est la même. Mais la perception créée est différente et donc la réaction est différente. Le dernier élément dont je voudrais parler relatif au positionnement est le sujet des étiquettes. Une étiquette, dans ce cas-là, est un terme comme socialiste, fasciste, droite, gauche, libéral, qui désigne un concept abstrait mais qui va avoir de fortes associations positives ou négatives. Une grande partie du jeu politique des candidats consiste à revendiquer certaines étiquettes ou au contraire à coller des étiquettes négatives sur leurs opposants. Prenez par exemple le terme ultralibéraliste. Selon Wikipédia, il n'existe aucune école de pensée ni aucun groupe qui se désigne lui-même par la qualification d'ultralibéral. Il n'y a pas non plus de consensus entre les utilisateurs du terme sur une définition qui permettrait de distinguer l'ultralibéralisme du libéralisme classique. Ce que ces détracteurs nomment ultralibéralisme est généralement appelé par ses partisans libéralisme ou simplement économie de marché. C'est-à-dire que le terme ultralibéral ne désigne pas une position politique concrète. C'est simplement une étiquette à connotation négative que les politiques peuvent utiliser et la coller sur les idées de leurs opposants. Un autre exemple dans le cas Macron, c'est l'étiquette de banquier d'affaires. La plupart des gens auraient du mal à vous expliquer exactement ce que fait un banquier d'affaires. En revanche, le terme suscite des associations fortes avec l'argent et avec certains excès potentiels du capitalisme. On en a assez des politiciens qui viennent pour chaque élection, qui viennent ici, qui nous disent on va tout changer, on va arriver, le gars il est banquier d'affaires, etc. L'argument ici contre Macron, c'est le gars est banquier d'affaires, etc. Comprenez-moi bien, je ne dis pas
que le parcours de Macron chez Rothschild n'est pas un paramètre à prendre en compte. Ce que je veux illustrer, c'est la tendance de l'esprit humain à raisonner par catégorie. Pour simplifier, voilà comment fonctionne le processus. Prenons un personnage appelé Marie. Marie fait partie du groupe. Marie est méchante. Donc le groupe est méchant. Fred fait partie du groupe, donc Fred est méchant. Dans ce cas-là, Fred est jugé négativement, alors que nous n'avons aucune information sur lui en dehors de son appartenance à ce groupe. Ça vous montre que l'étiquette de banquier d'affaires est un danger pour Macron, ne serait-ce que par la simple force de l'association. Pour prendre un exemple sur lequel on sera tous d'accord, la même dynamique psychologique est en jeu quand vous allez avoir des stéréotypes sur un groupe de population. Dans ce cas-là aussi, vous allez tirer des conclusions sur un individu, non pas sur son mérite personnel, mais sur son association à un groupe plus large. Pour revenir au bouquin Positioning, la même idée est présente. Les auteurs expliquent que si votre marque a été ternie, par exemple par un scandale sanitaire, il est très difficile de réhabiliter la marque. Et ce, même si vous prenez des mesures préventives, parce que l'association négative est très difficile à effacer. Prenons par exemple le concept de police de proximité, qui a été critiqué par Fillon pendant le grand débat. Que la police de proximité qui avait été créée par Lionel Jospin avait été un échec. Et pendant cette période, l'insécurité et la délinquance avaient beaucoup augmenté. On voit que la marque de police de proximité est ternie, et donc l'étiquette devient dangereuse. Du coup, Macron va choisir un autre terme, police de sécurité quotidienne. Et de créer une police de sécurité quotidienne. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de recréer un rapport d'autorité, en particulier dans les quartiers. Et quand le rapprochement est fait avec la police de proximité par le modérateur, vous voyez comment Macron va essayer de prendre ses distances avec cette étiquette-là. C'est la police de proximité. Avec d'autres formes, justement, à leur disposition d'intervention. D'abord, un pouvoir d'amende. Un autre bon exemple qui nous vient du grand débat, c'est celui de la laïcité. Un thème cher aux Français, c'est même une particularité de la République française, c'est la laïcité. Plusieurs notions s'opposent, une laïcité stricte, une laïcité plus accommodante. Monsieur Macron, vous êtes partisan d'une laïcité stricte. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Et nous poserons la question aux 4 autres candidats. On sait que Macron est contre certaines idées qui sont proposées au nom de la laïcité. Par exemple, l'interdiction du voile à l'université. Mais être étiqueté comme un ennemi de la laïcité est bien sûr dangereux. Et donc Macron va anticiper ce problème en se revendiquant du concept de la laïcité stricte. D'ailleurs, la réaction de Le Pen sur ce point est assez instructive. Partisan d'une laïcité stricte. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Et nous poserons la question. Vous voyez que le premier instinct de Le Pen, c'est de refuser de concéder cette étiquette à Macron, ce qui vous montre bien l'importance des étiquettes dans ce jeu politique. Ça veut dire la laïcité telle que nos textes la définissent. La loi de 1905, les grands principes de la République. La laïcité, c'est ce qui protège. Et c'est ce qui permet de croire et de ne pas croire. Au lieu de dire « je suis pour une application raisonnable et modérée de la laïcité », Macron revendique l'étiquette de la laïcité stricte en lui donnant une certaine définition, en l'occurrence l'observation stricte des textes existants. Dans cette vidéo, j'ai pris la boîte à outils que j'utilise chaque semaine pour analyser des campagnes marketing et je l'ai appliquée au candidat Macron. Pour moi, le marketing n'est pas quelque chose de sale et cette vidéo n'est pas une critique de Macron. Je pense que tous les candidats jouent selon ces mêmes règles et en ce qui me concerne, creuser dans ces questions de positionnement m'a rendu plus favorable à Macron parce qu'il me semble prendre une position pragmatique dans ses propositions, mais aussi dans sa communication. De mon point de vue, la démocratie s'apparente à un marché des idées. Et il me semble normal que les principes fondamentaux qui s'appliquent soient similaires à ceux qui s'appliquent sur les autres marchés de biens et de services. Dans les deux cas, des êtres humains individuels doivent faire le choix final, et dans les deux cas, les perceptions sont plus importantes sur le résultat final que les réalités. Et je me doute que certains d'entre vous trouveront scandaleuse ma lecture de l'idéologie comme un simple positionnement sur un échiquier politique. Mais avant de m'insulter dans les commentaires, souvenez-vous que je n'ai jamais prétendu détenir la vérité absolue sur la politique. Je ne suis qu'un humble marketeur et j'ai voulu partager avec vous mon point de vue peut-être un petit peu différent sur un événement qui me semble important. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devriez vous abonner en cliquant ici ou aller voir une de mes autres vidéos en cliquant en dessous de moi. Et puis n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, eh bien ça me ferait plaisir que vous puissiez la partager avec un ami qui est intéressé par ce genre d'idées et qui a l'esprit ouvert sur la politique. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.